D'abord un mot personnel, ce que je n'ai jamais fait pour aucun, enfin j'ai écrit quelques autres ouvrages, je dirais deux mots de moi, dans la mesure où il s'agit d'un ouvrage qui est quand même extrêmement personnel. Parce que l'antisémitisme à gauche. Pourquoi à gauche? Alors que, bon, a priori, et c'est la question qui m'est posée, on va évidemment beaucoup plus le chercher à droite. C'est-à-dire que, la gauche, c'est quand même les valeurs d'universalisme, de solidarité, de fraternité, d'internationalisme. L'antisémitisme, c'est le rejet, c'est la haine, c'est l'exclusion, ça peut mener au génocide, ça a amené au génocide. Bon, donc des choses complètement antagoniques. Donc a priori, ce n'est pas à gauche qu'on irait chercher l'antisémitisme. Et de fait, il existe une production considérable sur l'histoire de l'antisémitisme en France, à droite, dont je ne parlerai pas, parce qu'on ne peut pas parler de tout, et puis je renvoie évidemment, je donne quand même, je vous fais grâce des notes secourables, mais enfin j'en ai mis beaucoup dans mon ouvrage, justement pour ceux qui veulent en savoir plus, mais mon propos n'est pas là. Et pourquoi j'ai été amené à écrire un tel ouvrage? Je crois pour deux raisons. La première, je m'appelle Michel Dreyfus, et bon, c'est un nom tout à fait connoté, et j'appartiens effectivement à la famille du capitaine Dreyfus. Je n'ai aucun mérite pour cela, ce sont les hasards, mais il est vrai que j'ai été très fortement marqué par l'affaire Dreyfus et que ça a tout à fait contribué à ma formation intellectuelle, à ma culture. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait considérable pour moi et depuis fort longtemps. Deuxième point, je me revendique citoyen de gauche, d'origine juive, laïque, athée. Et bon, j'ai travaillé, j'ai en quelque sorte réalisé mon engagement, enfin pour une part au moins à travers mon travail d'historien, puisque j'ai travaillé sur l'histoire du socialisme, du communisme, de la CGT et quelque autre chose du même genre, que je revendique tout à fait. Et j'ai rencontré un peu, comment dirais-je, un peu par hasard, je pourrais en reparler, mais c'est pas à mon avis le plus important, j'ai rencontré cette question d'antisémitisme à gauche qui n'avait effectivement pas été étudiée, et c'est de ça dont je veux parler. En effet, dans la mesure où mon travail présente l'histoire de cet antisémitisme à gauche dès 1830 à nos jours. Alors d'abord, il faut que j'entende ce que je dise par gauche. Par gauche, c'est en gros le mouvement socialiste au sens tout à fait large. C'est donc ce qui part du socialisme utopique, Fourier, Proudhon, Leroux, au début de la Révolution industrielle, dans les années 1820-1830. Je parle de Karl Marx. Je parle de la Première Internationale, enfin la section française de la Première Internationale. Puis, après la Commune, à partir du renouveau du mouvement socialiste dans les années à partir de 1880, j'étudie la façon dont cet antisémitisme a existé dans différentes composantes du socialisme qui vont s'unifier en 1905 au sein de la SFIO. Je l'étudie chez les anarchistes, qui sont beaucoup moins nombreux, qui eux ne s'unifieront pas, mais qui apparaissent aussi autant que mouvement à peu près dans les mêmes moments. Je l'étudie dans le mouvement syndical qui se constitue dans les mêmes années en 1880 et puis, bon, date charnière en 1895 avec la création de la CGT. Après la Première Guerre mondiale, je l'étudie au sein du Parti communiste. J'en étudie les manifestations au sein du Parti communiste de l'extrême gauche trotskiste, proche des trotskistes qui commencent à se développer dans les années 1925-1930. Ainsi que chez les pacifistes de gauche extrêmement importants dans les années 30. Je reviendrai sur toutes ces notions. Je poursuis enfin mon enquête sur, bon, jusqu'à nos jours, tant dans le Parti socialiste que dans la CGT, que dans le Parti communiste et dans l'extrême gauche. Bon, voilà à peu près le décor. Donc le lieu, cet extrait, c'est ce mouvement socialiste de 1820 à nos jours, la chronologie, là, voilà. Alors, il s'agit évidemment d'un sujet extrêmement délicat dans la mesure où, comme on le verra à la fin, et bon, ce n'est peut-être pas ici où ça posera le plus de débats, mais pour tout vous dire, j'étais hier à présenter ce livre au Cercle MEDEM, où alors là, je peux vous dire que les débats étaient extrêmement vifs, dans la mesure où, quand j'ai commencé à faire ce travail, j'ai d'abord pensé à m'arrêter à 1980, à Copernic, et puis je me suis dit que ce n'était pas possible, que je savais, même si je les suivais avec moins d'attention, que les répercussions du conflit israélo-palestinien posaient d'énormes problèmes et faisaient débat.
Et donc, j'ai jugé bon d'aller jusqu'à la période la plus récente. Je pars en introduction. Mon livre, je l'ai terminé en juin 2009. Je pars en introduction du dîner du CRIF. Vous savez que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, fait tous les ans un dîner qui devient un événement politique important auquel se pressent tous les responsables politiques. Eh bien, en mars 2009, le CRIF n'avait pas invité le Parti communiste et les Verts au motif que ces derniers n'avaient pas réagi avec suffisamment de fermeté à des débordements antisémites survenus lors de manifestations de soutien aux Palestiniens lors de l'opération Plan Durci à Gaza en décembre 2008-2009 et n'ont donc pas invité le PSF et les Verts pour cause d'antisémitisme. Bon, donc on voit l'ampleur du problème. Je veux dire que cette position a fait des remous, y compris au sein du CRIF. Bon, on reviendra sur tout ça. Donc on est rattrapé dans l'actualité la plus immédiate. Donc j'en parlerai, j'expliquerai aussi d'où viennent ces différences et d'où viennent ces débats, parce que je pense que l'histoire permet d'expliquer un certain nombre de choses. J'ajoute que je n'ai évidemment pas fait ce livre pour courir après les polémiques, mais je savais qu'en m'aventurant sur ce terrain, il y en aurait, et bien j'ai été servi. J'ai été servi et ça continue et ce n'est pas fini. Mais enfin bon, je crois qu'il faut le faire. Il est évidemment toujours plus délicat pour un historien de travailler sur du très 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 présent. Mais enfin bon, je crois que l'enjeu en valait la peine. Bon, enfin en tout cas, j'en indique. Voilà. Pour vous montrer deux autres exemples de ce rattrapage par l'actualité, j'évoquerai l'affaire Siné. Je suppose que certains d'entre vous se souviennent de l'affaire Siné à l'été 2008. Je n'ai pas pu évoquer l'affaire Fraîche parce que c'était trop tard, mais il se trouve que je suis allé présenter mon livre en février dernier à Montpellier, peu de temps après que Fraîche ait fait sa déclaration. Vous imaginez bien le type de questions qu'on m'a posées, comme quoi le problème existe véritablement. On pourra en dire un mot. Alors, si vous le voulez, je vais faire un exposé assez synthétique, parce que je crois que ce qui est bien, c'est de réserver du temps pour les discussions, les questions, et ce qui permet de venir sur tel ou tel point. Donc, je vais commencer par faire un certain nombre de remarques générales, parce que traiter un tel sujet ne va pas de soi. Et même si ces remarques peuvent paraître d'évidence, elles ne sont pas tout à fait forcément d'évidence. Ensuite, je montrerai comment mon ouvrage s'organise. Alors, je le dis tout de suite pour ceux qui ne l'ont pas lu. L'introduction, 9 chapitres, une conclusion. Je le présenterai en 5 grandes parties pour synthétiser un peu les choses. Mon ouvrage s'organise très simplement sur le plan chronologique. Il part des années les plus anciennes pour arriver à l'actualité. Donc ça, de ce point de vue-là, la compréhension est assez facile. Donc je voudrais d'abord dire un certain nombre de choses, de méthodes, mais qui, je pense, ne sont pas inutiles. La première, c'est que je revendique le fait d'avoir dressé ce tableau général de l'antisémitisme à gauche sur cette longue période, et je dis que ça n'avait jamais été fait, et je montre évidemment d'introduction comment certains historiens ont commencé à aborder cette question sur tel ou tel personnage, sur tel ou tel épisode, plus souvent d'ailleurs des historiens étrangers, ce qui prouve qu'il y a aussi un problème franco-français. Je pense en particulier à un grand historien israélien. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il faut absolument le lire parce qu'il est très important, qui s'appelle Zev Sternel, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la droite révolutionnaire à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, sur les origines du fascisme, et qui a pointé l'existence de cet antisémitisme à gauche. Je reviendrai aussi sur cette notion d'antisémitisme à gauche. Bon, quelques autres, mais il n'y avait aucun travail d'ensemble, et ce que je me suis efforcé de faire, c'est un tableau général. Alors, précisant tout de suite deux choses. La première, c'est que il faut, ça paraît une évidence pour un historien, mais enfin il faut contextualiser. Contextualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours essayer. Mon livre n'est pas seulement un catalogue de citations, un tel a dit que, un tel a dit que, etc. Parce que ça, évidemment, j'en ai cherché beaucoup au début parce que je voulais être sûr de mon affaire, j'en ai beaucoup ôté ensuite, mais on ne fait pas un livre avec un catalogue de citations, on fait un livre en expliquant
en expliquant quel sens a, une expression, une formule qui peuvent nous choquer aujourd'hui, mais qui n'ont pas choqué forcément, dans la mesure où le contexte change énormément. Je vais prendre un exemple léger. La notion de juiverie. Évidemment, vous parleriez de juiverie aujourd'hui. Évidemment, c'est quoi ça? Quel est ce discours? Etc. Bien. Eh bien, pendant l'affaire Dreyfus, un des plus célèbres Dreyfusards, qui s'appelle August Scheurer-Kestner, président du Sénat, protestant, qui va faire beaucoup pour la révision du procès de Dreyfus, emploie ce terme de juiverie. Bon. Donc, les mots, n'ont pas, et je donnerai d'autres exemples, en particulier par rapport à Israël, les mots, qui ont été employés il y a un siècle ou dans les années 30 aujourd'hui, n'ont pas forcément la même signification. Ça, c'est le premier point. De même que l'antisémitisme n'a pas non plus été le même. Et ça, je reviendrai sur cette notion, tout simplement parce que de même que l'histoire du mouvement socialiste ou du mouvement ouvrier, comme vous voudrez, a différentes phases, différentes époques, l'antisémitisme a également différentes époques que je me suis efforcé de cliver, d'organiser. Bon, pour ne prendre qu'un exemple évident, l'antisémitisme n'est pas le même avant et après Auschwitz. Entre, des gens qui prônent l'exclusion, le rejet, mais qui ne passent pas à l'acte, et des gens qui passent à l'acte, il y a quand même une différence tout à fait singulière et fondamentale. Donc là aussi, il ne faut pas tout mélanger. Et il faut aussi se méfier de toute histoire théologique qui pense que dès 1830, le verre était dans le fruit et mené à Auschwitz. Là, on est dans le pur délire. Bon, ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que dans ce tableau, il ne suffit pas de dire un tel a dit que, et dans telle circonstance. Encore convient-il d'essayer, c'est difficile, mais il faut faire, de mesurer l'importance de celui qui dit, de mesurer l'importance de par exemple, à gauche, il y a donc des gens qui tiennent un discours antisémite, certes, je n'arrête pas de le dire, mais ils le tiennent de façon extrêmement diverse suivant les époques. À certains moments, c'est important, à d'autres, ça l'est moins. Et ça, il faut aussi entrer ça en ligne de compte. Là encore, on ne peut pas se compter uniquement d'une traduction littérale, de relever ce qu'ont dit les uns et les autres. Il convient de voir si c'était important, si ça ne l'était pas. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de dire si c'était pas important, c'est pas grave, etc. Pour moi, évidemment, l'antisémitisme, quel qu'il soit, est tout aussi condamnable. La question n'est pas là. Mais il est quand même intéressant de voir quelle est son influence sur la société. Et je vais prendre quelques exemples. Premier exemple, dans toute cette histoire, même s'il y aura des remontées, de fortes remontées, il y a un moment fondamental, c'est l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire jusqu'à l'affaire Dreyfus, on voit un tas de gens de gauche qui ont un discours antisémite, de la façon la plus claire, sans état d'âme, c'est tout à fait clair. Après l'affaire Dreyfus, ce n'est plus possible. Et de ce point de vue, il y a un tournant, c'est-à-dire que même ceux qui vont être antisémites à la limite, prendront la peine de dire qu'ils ne le sont pas, et donc n'auront plus le même discours. Autre exemple, j'en prends deux autres exemples pour montrer l'importance relative de cet antisémitisme à gauche dans la société. Premier exemple, là encore, d'un affaire Dreyfus. On a beaucoup travaillé, même si on a encore des choses à découvrir dessus, mais enfin bon, ce sera notre débat. On sait, quand on regarde le lectorat de la presse, quelle était l'influence de la presse. La presse de gauche, 8%. La presse de droite, 92%. À l'époque, je ne prends qu'un exemple, il existe un journal qui s'appelle La Croix, qui est d'ailleurs le lointain, prédécesseur de la Croix d'aujourd'hui, qui, je le précise, n'a évidemment plus du tout le même langage, ça, bien évidemment, ne faisons pas d'amalgame. Eh bien, pendant l'affaire Dreyfus, La Croix, qui se proclame fièrement le journal le plus anti-juif de France, La Croix publie à 500 000 exemplaires. 500 000 exemplaires. La presse de gauche, je ne sais pas, je pense à un journal comme Le Cri du Peuple, par exemple, qui, dans les éditions 83 à 89, est quand même un des journaux de la gauche socialiste les plus importants, ça se tire à quoi 10 000, 20 000. Bon, donc c'est quand même des notions
je veux dire qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que leur impact sur la société n'est pas le même, et on reviendra évidemment sur cette notion. Deuxième exemple, le Front populaire. Bon, je pense que nous serons tous d'accord sur le fait que le Front populaire est un moment tout à fait fondamental de l'histoire de la gauche, puisqu'il mêle victoire politique avec l'élection, victoire sociale avec les 35, avec les 40 heures, les congés payés, les conventions collectives. Bien. Bon, tout ça, on le sait. Ce qu'on oublie parfois, c'est que le Front populaire se situe à un moment dans cette France des années 30 où l'antisémitisme est extrêmement fort, car la France a connu deux vagues d'antisémitisme extrêmement fortes, l'affaire Dreyfus, les années 30, je ne parle pas de Vichy, j'en dirai un mot si vous le voulez, j'en dirai peut-être un mot aussi quand même, mais bien. Et là encore, il ne faut pas oublier que le Front populaire se situe dans un climat de racisme et d'antisémitisme extrêmement fort qui n'épargne pas toujours la gauche. Là aussi, comme j'y reviendrai, et là encore, quand on regarde les publications respectives de la gauche et de la droite, l'Humanité, le journal L'Humanité qui a beaucoup progressé, mettons 300 000 exemplaires, le populaire journal du Parti socialiste, mettons 250 000, le Libertaire, le journal des anarchistes, 10 000, quelques milliers pour les trotskistes. Bon, bien. Si maintenant je regarde la presse de droite, extrême droite, l'Ami du peuple, Gringoire, Je suis partout et j'en passe, là, je veux dire, ça se chiffre par centaines de milliers d'exemplaires, par millions d'exemplaires, plus des publications de brochures d'extrême droite, etc. Donc là encore, il y a un décalage absolument considérable entre les deux. Et les idées, elles ne tombent pas du ciel, elles existent aussi dans une certaine réalité sociale qu'il faut prendre en compte, d'où la nécessité, comment dirais-je, de ce rappel. Alors, 2 ou 3 remarques encore, et puis, j'aborde cette question sur le plan chronologique. Première chose, j'ai travaillé essentiellement à partir de la presse, à partir de brochures, à partir de textes publics et peu à partir des archives. Non pas que les archives ne m'intéressent pas. Évidemment, en tant qu'historien, un historien travaille nécessairement sur les archives. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de savoir ce qu'avaient dit les uns et les autres publiquement. Bon, quel était le discours public sur cette question, donc ce qu'on peut voir dans la presse, et là aussi je donne évidemment toutes les références, chacun peut, comment dirais-je, aller vérifier. Deuxièmement, dans toute cette affaire, ça je le dis nettement, on voit bien des militants, bien et parfois des connus, déraper en quelque sorte. On ne voit jamais, je dis bien jamais, une organisation de gauche mettre l'antisémitisme à son programme. Bon, ça c'est une notion qui est quand même tout à fait importante. On ne voit, et bon, là ici la différence avec la droite est tout à fait claire, on ne voit jamais une organisation de gauche mettre l'antisémitisme expressément à son programme. Alors, 2 remarques encore. Mon ouvrage s'appelle « L'antisémitisme à gauche » et pas l'antisémitisme de gauche. Et je dois expliquer ce distinguo qui peut paraître subtil peut-être, mais auquel je tiens parce que tout du long où j'ai fait ce travail, je me suis beaucoup interrogé. Fallait-il dire qu'il existait un antisémitisme à gauche ou de gauche? En d'autres termes, existait-il, à la limite, s'il existait un antisémitisme de gauche, c'est-à-dire qu'il existe aussi un antisémitisme de droite spécifique, et on peut les comparer terme à terme, etc. Or, ma grande idée, c'est que dans cette affaire, la gauche a peu inventé, elle a peu innové. Par contre, elle a fait l'erreur de reprendre à son compte, d'y croire, de cautionner un certain nombre un certain nombre d'idées reçues, de stéréotypes, d'erreurs, d'idées fausses, etc., qui venaient beaucoup plus fortement de la droite. Il y aurait d'ailleurs tout un travail à faire sur la gauche et le racisme. Il y aurait aussi des choses à dire, et là aussi ça pourrait nous renvoyer des débats extrêmement actuels, mais bon, ce sera pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'il existe un antisémitisme à gauche, mais non pas de gauche, dans la mesure où la plupart du temps, la gauche reprend, à gauche, on reprend des arguments qu'on a entendus à droite. Alors, quand je dis ça, que je sois tout à fait clair, là encore, qu'il soit à gauche ou à droite, l'antisémitisme est également condamnable, point barre.
Point barre. Ça, je veux dire, il n'y a pas un antisémitisme à gauche qui serait plus soft, plus light, plus présentable. Je ne sais pas comment vous voulez dire ça, mais bon, non, ça ce n'est pas vrai. Il est aussi condamnable, mais je ne pense pas que la gauche ait fait preuve d'une forte originalité en la matière, et je vais le démontrer. Dernier point enfin, on parle beaucoup aujourd'hui de devoir de mémoire. Moi, je me méfie un peu de ce genre de choses parce qu'on peut tout dire et tout n'importe quoi. Enfin bon, moi, je préfère faire travail d'histoire, non pas que je méprise la mémoire. La question n'est pas là, mais enfin bon, je pense que le travail historique peut être préférable. Je tiens à dire, et je l'ai dit dans mon ouvrage rapidement, mais j'y tiens, je n'ai pas fait, je veux dire, je ne me situe pas dans une posture de repentance. Je ne me situe pas, oh là là, battons-nous la poulpe, c'est affreux, c'est épouvantable. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Je fais mon travail d'historien. Je fais mon travail d'historien parce que je pense que l'histoire permet de comprendre un certain nombre de choses, mais qui sont effectivement déplaisantes, désagréables. Je peux vous dire que ce n'a pas toujours été facile à faire, mais bon, peu importe. Mais je ne me situe pas du tout dans la repentance. Je pense que, en revanche, l'histoire peut permettre de donner des éléments de connaissance et de compréhension pour essayer d'éviter de répéter ce type d'erreur. Alors, je vais vous présenter maintenant brièvement les 5 phases autour desquelles on peut organiser l'histoire de cet antisémitisme à gauche, compte tenu du fait que, pour moi, il fallait, même si ça ne correspond pas mécaniquement, je devais m'interroger à la fois sur les différentes phases de l'histoire du mouvement ouvrier, qui n'est évidemment pas la même en 1820 ou en 1920, ça va de soi, et je devais également m'interroger sur les différentes phases de l'antisémitisme, dans la mesure, alors j'entre pas sur le débat antisémitisme, judéophobie, antijudaïsme, parce que là, bon, ça pourrait nous entrer extrêmement loin. Moi, j'ai préféré employer le terme d'antisémitisme, même si effectivement on pourrait débattre, mais quoi qu'il en soit, cet antisémitisme a différentes phases, et là, il fallait absolument en tenir compte, dans la mesure où là aussi, il ne faut pas tout mélanger. Donc, dans une première période qui va de 1820 à 1880, j'évoque un antisémitisme économique, qui voit, je fais court évidemment, qui voit dans les Juifs des privilégiés, des banquiers et évidemment l'image de Rothschild. Alors, pourquoi cela? Par la conjonction de 3 facteurs. Le premier, en France, je n'ai parlé quasiment que de la France, même si parfois je fais quelques allusions à l'Europe, mais ce serait évidemment un autre travail que de faire ça pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, etc. Mais quoi qu'il en soit, la France est le premier pays où les Juifs sont émancipés en 1791 avec la Révolution française. Bon, Napoléon va un peu revenir sur cette émancipation, Louis XVIII va revenir sur ce qu'a fait Napoléon en 1818 précisément, et donc en 1818, c'est chose faite, les Juifs sont émancipés. C'est exactement au même moment que commence la révolution industrielle et les débuts du capitalisme, même si évidemment on le sait beaucoup mieux après coup, même si cette révolution industrielle s'est faite sans doute plus lentement qu'on ne l'a dit parfois, mais bon, comment dirais-je, peu importe. Et le troisième facteur, et tout ceci va se converger, c'est ces débuts de la révolution industrielle ou du capitalisme, pour dire un gros mot, font apparaître une nouvelle façon de penser des penseurs socialistes utopiques, qui commencent à remettre en question ce type de société qu'ils récusent. Et tout ceci vient se greffer sur une image beaucoup plus ancienne, qui remonte au Moyen-Âge, l'image du juif usurier, l'image du juif qui prête de l'argent, qui ne travaille qu'à l'argent, et pour cause, il ne pouvait faire que ça, et sur un antisémitisme fort qui existait auparavant, un antisémitisme extrêmement fort qui existait auparavant. À partir de là, à partir de tous ces ingrédients, on va voir se développer chez beaucoup de socialistes de cette première période, un discours assimilant les Juifs au capitalisme et en gros à Rothschild. Et d'autant plus à Rothschild qu'au même moment, justement, toujours dans ces années 1810-1820, on voit la naissance de la banque Rothschild, et comble de malheur, cette naissance s'effectue en France,
mais elle s'effectue aussi en Allemagne, en Angleterre, en Autriche-Hongrie et en Italie. Donc l'image d'une pieuvre tentaculaire qui commence à dominer l'Europe est largement diffusée. Elle va être prise, elle va traîner longtemps. Hannah Arendt la reprendra à son compte de façon, à mon avis, complètement fausse, mais enfin bon, peu importe. Bref, toujours est-il que cette image se met en place. Et quand on regarde les différents socialistes, les Saint-Simoniens, eux, ne sont pas antisémites parce que, les Saint-Simoniens, finalement, vont rapidement, comment dirais-je, voir de façon positive cette révolution industrielle et penser que le capitalisme peut amener à des changements extrêmement profitables. Et beaucoup vont se reconvertir sous le Second Empire et donc n'emploiera pas ça. En revanche, ceux qui critiquent ce début du capitalisme, Fourier, Proudhon, là, commence à reprendre cette image de façon diverse, Fourier un peu, Proudhon davantage, mais pour Proudhon ça s'explique surtout dans sa rivalité avec Marx à un moment donné, mais il l'exprime peu publiquement. Et ce type de théorie est particulièrement défendu par un socialiste bien oublié de nos jours, mais qui malheureusement a laissé une trace tout à fait importante, qui s'appelle Alphonse Toussenel. Et Alphonse Toussenel, lui, consacre un ouvrage entier à expliquer que la révolution industrielle laquelle on voit en France, il publie son ouvrage en 1845, cette révolution industrielle, tout ça, c'est les Juifs qui en profitent, c'est Rothschild, etc. Et Toussenel va avoir une très longue postérité, d'abord dans le mouvement socialiste, ce qui pose problème, et ensuite, il va être utilisé sous Vichy, il va être édité récemment par un éditeur négationniste, donc Toussenel va avoir une portée tout à fait importante, tout à fait, comment dirais-je, considérable. Un petit mot sur Marx quand même, parce qu'on me pose souvent la question, et alors on sait que Marx publie en 1843, vous voyez tout ça, ça se passe exactement au même moment que le livre de Toussenel, un texte sur la question juive dans lequel, en gros, il reprend les stéréotypes de l'époque, les juifs assimilés à l'argent, au profit, etc., etc. Bon. Et ce texte de Marx a fait couler énormément d'encre, certains allant jusqu'à dire carrément que c'était le texte le plus antisémite jusqu'à Hitler. Oui, parfaitement, il y a des gens qui écrivent ça. Enfin bon, je vous passe toutes les nuances, enfin je renvoie tout ça, à l'ouvrage. En ce qui me concerne, je dirais deux choses sur Marx, deux ou trois choses sur Marx. La première, c'est qu'effectivement, ce texte reprend les préjugés de l'époque et des préjugés antisémites de son temps. Mais on verra peu ensuite dans l'œuvre de Marx, ou même pas du tout, d'explosion antisémite. Donc, je veux dire, la partie est limitée. J'ajoute que quand Marx écrit ce texte en 1843, c'est un jeune homme. Et à la limite, il ne serait pas devenu Marx en quelque sorte, et ce texte serait complètement oublié, parce qu'il n'a pas un grand intérêt, me semble-t-il. Bon. Deuxièmement, il est vrai que Marx, dans sa correspondance, on le sait parce qu'on l'a regardé de très près, je veux dire, souvent des expressions, insultantes pour les juifs et qui traduisent un certain antisémitisme latent. Pourtant, Marx est juif, interprétez ça comme vous voudrez. Mais je pense que tout ceci est relativement limité. En revanche, il est vrai que ce texte sera utilisé à gauche par un certain nombre d'antisémites. Je reprends là encore deux exemples. Un obscur anarchiste puis socialiste sur lequel j'ai pas mal travaillé parce qu'il a beaucoup écrit de la fin du XIXe siècle qui, en pleine affaire Dreyfus, ressort ce texte de Marx avec évidemment des intentions antisémites évidentes. Un autre d'un syndicaliste des années 20, des années 25, d'un syndicaliste d'extrême gauche, dont j'ai également beaucoup parlé, qui s'appelait Robert Louzon, et qui est lui vraiment un antisémite à gauche fort, et qui le publiera en 1946. Et j'ajoute que ce texte a été réédité, là aussi par une maison d'édition négationniste. Je pense que c'est toujours important de relever ce genre de choses, parce que c'est évidemment tout sauf innocent. Bon, voilà à peu près ce qu'on peut dire de Marx. Là aussi, je peux vous dire que hier, les débats ont été extrêmement vifs là-dessus, mais je persiste et signe. J'en viens à la deuxième période. Alors, qu'on entende bien, je distingue 5 périodes. Il est bien évident que ces 5 périodes, je les distingue pour la clarté de l'exposé, mais dans la réalité, les choses sont plus complexes. C'est-à-dire que l'image de l'antisémitisme économique, elle est particulièrement forte dans ces années 1880. Après, elle va aller en reculant, mais lentement.
On la retrouvera encore dans la France de l'affaire Dreyfus, on la retrouvera, mais plus lentement, dans la France des années 20 surtout, et beaucoup plus des années 30. Et lointain avatar de cette image, quand Georges Pompidou fut nommé président du Conseil par le général de Gaulle en 1962, l'humanité, et pas seulement l'humanité, les anarchistes aussi, avaient insisté de façon, disons, un peu pesante sur le fait que Georges Pompidou avait été directeur de la Banque Rothschild. Et comme par hasard, on voyait ressurgir Georges, mais de façon très atténuée. Mais enfin, vous voyez, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir combien ce thème vient de loin, mais il est allé en s'affadissant, et je donne un exemple, non pas de l'humanité, mais alors dans la presse libertaire en 1962 et puis 63, etc., 67, d'attaques contre Pompidou, qui évidemment là, on reprend le mythe de Rothschild parce que c'est increvable, sauf qu'évidemment c'est beaucoup plus limité que précédemment. Bon, donc si j'ai dit ça, c'est pour montrer combien les 5 phases se mêlent parfois, mais enfin, je les définis quand même pour que les choses soient plus claires, en sachant qu'évidemment, dans la réalité, les choses sont toujours plus compliquées. Donc une deuxième période commence dans les années 1880 et va aller jusqu'en 1914, avec quand même ce tournant fondamental qu'est la fin de la phase aiguë de l'affaire Dreyfus en 1899. Alors, remarque en passant, ce tournant se produit en France, mais se produit aussi en Allemagne, en Autriche, puisque l'antisémitisme moderne apparaît au même moment. Là, il y a vraiment un mouvement international et qu'il est important de situer dans ce contexte international. À cela, plusieurs causes. D'une part, pour l'Europe, la crise économique que connaît l'Europe depuis 1876 et qui touche la France en 1881. La montée du nationalisme et de la xénophobie, très forte en France. Vous savez qu'en cette fin du XIXe siècle, on va vers des émigrations plus massives, à l'arrivée d'étrangers plus massives, en particulier des Belges et des Italiens, Belges qui sont l'objet de manifestations racistes dans le Nord dans les années 1880, Italiens très très forts aussi, notamment avec un massacre à Aigues-Mortes en 1893, une véritable ratonnade d'Italiens. Donc il y a tout un climat de racistes et de nationalistes très très fort. Et le troisième élément qui explique cet antisémitisme racial, c'est justement la montée de toute une pensée racialiste inspirée d'une lecture rapide de Darwin, de Renan, et qui explique que, en gros, il y a un certain nombre de races et que, comme par hasard, la race blanche est la race supérieure et qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, toutes choses qui d'ailleurs vont justifier les expéditions coloniales qui vont avoir lieu un peu après, à partir avec les lois Ferry dans les années 1886-90 et sans parler du reste de l'Europe. Donc tout ça, cette pensée racialiste, il faut bien voir qu'elle n'est pas seulement diffusée par la droite et l'extrême droite, elle est très largement reprise à son compte par les intellectuels républicains et les intellectuels socialistes. Au nom de la science, donc, on croit à cette pensée racialiste. J'en donne bien des exemples là-dessus. Donc, tous ces ingrédients vont contribuer à une montée, à une explosion d'antisémitisme. Et comme toujours, dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un pour symboliser en quelque sorte ce genre de choses. Et ce quelqu'un, c'est Édouard Drumont, journaliste raté, catholique, traditionnaliste, qui publie en 1886 un ouvrage qui s'appelle La France juive, qui connaît un succès prodigieux, qui va être édité, je crois, 200 fois jusqu'en 1914, enfin un nombre incalculable de fois, qui va susciter des ouvrages, mais avec moins de succès, l'Allemagne juive, l'Italie juive, la Grande-Bretagne juive, la Russie juive, et j'en passe, etc. Bon, donc Drumont devient quelqu'un d'extrêmement connu et, en quelque sorte, est l'expression de cet antisémitisme et qui devient, comment dirais-je, très fort et qui gangrène complètement la France des années 80. Et quand on regarde, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais là aussi, regardez le bouquin, quand on regarde la plupart des courants socialistes qui vont s'unifier, beaucoup reprennent des thèses de cet antisémitisme,
Beaucoup pensent même que, comme Drummond fait mine de s'attaquer au capitalisme, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un bout de chemin avec les antisémites? Parce qu'après tout, ils s'attaquent aux capitalistes juifs, donc après tout, on pourrait bien essayer de faire un bout de chemin avec eux. Finalement, oui, Drummond, bon, d'accord, il est un peu passionné, il est un peu exalté, mais enfin bon, il dit des choses pas mal, c'est quelqu'un d'honnête, c'est pas forcément un ennemi. On voit comment dirais-je, on voit ce genre de choses. Alors, avec là aussi des nuances dans le détail desquelles je ne peux pas entrer entre les différents socialistes et anarchistes, mais enfin, c'est quand même très fréquent. Et je me suis interrogé, et pour l'instant je n'ai pas véritablement réponse, pour ce qu'on sait des débuts du mouvement syndical, il est relativement imperméable à cet antisémitisme. Quand on regarde, par exemple, les publications par la Fédération nationale des bourses du travail et la Fédération nationale des syndicats qui vont unifier et constituer la CGT en 1895, on voit que les choses sont beaucoup plus modérées. On voit que les choses sont beaucoup plus modérées sur ce point et que, bon, ça n'apparaît pas. Je me demande encore un peu. Et puis, je l'ai dit, le grand tournant, c'est l'affaire Dreyfus, mais il faut rappeler que dans l'affaire Dreyfus, la gauche va se mobiliser pour Dreyfus, mais tardivement. J'ai un peu de chronologie. Dreyfus est arrêté le 31 octobre 1894 pour une trahison qu'il n'a pas commise. Il est jugé et envoyé à du diable en 1895. À l'époque, personne n'est à le défendre, sauf un tout petit peu sa famille. Et puis le combat pour la révision de son procès va être long, et en fait, le tournant, c'est à l'été 1898 où la gauche s'engage véritablement. Donc, il y a eu quelques exceptions à gauche. Il y a eu quelques exceptions. Il y a Bernard Lazare, il y a un militant que vous ne connaissez pas qui s'appelle Maurice Charnay, qui lui a des doutes dès 1895, dès 94, qui voit comment dirais-je tout ce genre de choses. Il y a Lucien R. Il va y avoir Jaurès, mais guère avant 97. En fait, le grand tournant, ça va être la prise de position de Zola dans le J'accuse, qui va véritablement créer un électrochoc sur le mouvement ouvrier. Donc, bien voir que, bien sûr, il y a eu défense de Dreyfus, mais elle était lente. Et pour dire, je reviens un peu sur le fait que cette histoire n'a jamais intéressé personne. J'ai été très frappé quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Prendre un épisode. Dans toutes les histoires de l'affaire Dreyfus, il y a un passage obligé qui est la dégradation du capitaine Dreyfus le 5 janvier 1895. Ça, je veux dire, vous trouvez ça dans toutes les histoires, ça, bon, vous y avez droit. Et on sait que cette dégradation s'est faite dans un climat de haine antisémite, à mort le juif, qu'on le fusille, à mort, dos d'éructant, des roulettes d'éructant, enfin bon, des choses absolument abominables. Ça, toutes les histoires le disent. Prenez Bredin, Jean-Denis Bredin, c'est la meilleure synthèse existant actuellement, mais enfin, il y en a bien d'autres. Bon, toutes le disent bien. Moi, je me suis livré une petite expérience. Je suis allé voir le journal où écrivait Jaurès, qui s'appelait La Petite République. Et je suis allé voir ce qu'il disait de la dégradation. 5 janvier 1895, La Petite République. On y voit que, effectivement, Dreyfus a été dégradé. Alors bon, description, on lui ôte son uniforme, on lui ôte ses médailles, etc., etc. Bien, il n'y a pas un mot sur l'atmosphère de haine, d'antisémitisme qu'il y a. Ce qui veut donc dire que les socialistes de l'époque ne l'ont pas vu. Ou que ça allait de soi. Non, il n'y a pas un mot, je veux dire, pas un mot dans la presse là-dessus. Pas un mot, alors que, bon, ce qui est déjà un premier problème. Et le deuxième problème, je jette une pierre dans la profession, c'est que les historiens qui ont travaillé sur cette question n'ont pas non plus remarqué ce silence. Et là, ça interroge sur le fait de pourquoi on ne s'est pas intéressé à des histoires d'antisémitisme à gauche. Là, je trouve que c'est vraiment un exemple tout à fait symbolique, parce que bon, ce silence se pèse évidemment très lourd sur un événement tout à fait connu. Bon. Et puis les choses vont changer après 98, elles deviendront bien moindres. Alors je passe rapidement sur toute cette histoire jusqu'en 1914. Elles vont devenir bien moindres, elles ne vont pas disparaître. On va en trouver des traces à la CGT dans les années quelques militants de la CGT. On va trouver des polémiques assez nauséeuses entre la CGT et la SFI en 1910
La CGT accusant lors d'une grève importante de cheminots l'humanité d'avoir été financée par les Juifs, et donc il se trouve qu'une des compagnies cheminotes, la Compagnie du Nord, est tenue par Rothschild, et on voit la CGT attaquer la SFI ou l'humanité. Ah, vous ne voulez pas parler de la grève, pourquoi? Parce que vous êtes soutenu par Rothschild. Donc on voit là, je veux dire, l'antisémitisme devenir objet de polémique entre différentes organisations du mouvement ouvrier, ce qui est une nouveauté. Mais bon, ça n'a pas la même intensité qu'avant l'affaire Dreyfus pour dire que les choses ont baissé, elles n'ont pas disparu. Elles n'ont pas disparu. Mais enfin, je passe rapidement. Là aussi, je renvoie à tout ceci. Je donne d'autres exemples. Une troisième période s'organise dans les années 30 autour de ce que j'appellerais l'antisémitisme complotiste. Alors, pour ça, il faut revenir un peu en arrière et parler d'abord de l'influence d'un ouvrage qui, malheureusement, existe encore aujourd'hui et qui fait des ravages sur ce point, qui s'appelle Les Protocoles des Sages de Sion, qui était un ouvrage forgé par la politique tsariste en 1900, ouvrage antisémite qui expliquait que, en gros, les Juifs étaient en train de fomenter un immense complot pour dominer le monde, et qui était une réponse, d'ailleurs, j'y reviendrai, au début de l'organisation sioniste mondiale. J'y reviendrai tout à l'heure dans la mesure où le mouvement sioniste a commencé à se constituer à ce moment-là. Et les protocoles de Sages de Sion étaient une réponse à cela. Bon. Ouvrage complètement délirant dont les origines intellectuelles sont bien connues, je passe, et qui n'a eu finalement pratiquement aucun écho, aucun succès jusqu'en 1914. Et puis arrive la Grande Guerre, et puis la Révolution russe, et puis la chute des empires centraux, je veux dire tous les bouleversements du monde, et là, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tout ça, c'était prévu par les protocoles des Sages de Sion. Et on voit que ce livre, qui est vraiment un tissu d'ineptie complètement délirante, va connaître un succès considérable, d'abord en Angleterre, mais ça va retomber assez vite, ensuite aux États-Unis, où l'industriel Henry Ford va financer sa diffusion de 1920 à 1927 en y mettant les moyens. Après, il se rendra compte de son erreur, il arrête, mais bon, le mal est fait. Et plus encore en Allemagne, où cet ouvrage sera notamment lu par un obscur agitateur qui s'appelle Adolf Hitler. Et on connaît la suite. Et l'histoire du protocole des Sages de Sion a évidemment considérablement contribué à la formation intellectuelle de Hitler. Donc, tout à fait important. Et donc, l'idée que les Juifs sont en train d'organiser un vaste complot pour dominer le monde, qui tire les ficelles du monde, en quelque sorte. Bon, troisième point. Or, cette image va avoir des conséquences mauvaises, désastreuses, dans la France des années 30. Alors, je passe sur les années 20, qui ont été des années où, je veux dire, de même que pendant la Grande Guerre, pendant les années 20, l'antisémitisme a été quelque peu mis en veilleuse dans la société française, particulièrement pendant la Grande Guerre, parce qu'il y avait volonté d'union de toutes les forces politiques du pays, donc pourquoi pas les Juifs, surtout s'ils se faisaient tuer d'ailleurs. Bon, donc, et puis dans les années 20, bon, qui ont été une période relativement calme sur ce point, il y avait effectivement des manifestations d'antisémitisme à droite, il y en avait même quelques-unes à gauche, mais je veux dire, c'était relativement secondaire. J'en ai des exemples, mais c'est peu de choses. Et puis, les choses vont considérablement changer dans les années 30, à partir de 1933, dans la mesure où, à partir de 1933, et plus encore 34 et suite, la gauche française va être confrontée à un grave dilemme. Alors là encore, petit retour en arrière, la gauche française, comme toute la population d'ailleurs, a été marquée par la Grande Guerre. Bon, le poids de la Grande Guerre sur la société française est quelque chose d'absolument considérable, sur toute cette époque. On en connaît les raisons. D'ailleurs, récemment, des collègues historiens ont estimé que la Grande Guerre avait touché l'ensemble de la population française. C'est-à-dire que toutes les familles françaises avaient une victime, pas forcément un mort, mais ou un mort ou au moins un blessé dans leur famille. Donc, c'est quelque chose qui a complètement marqué une génération. Il y avait en 1930, il y avait 3 millions d'anciens combattants. Enfin bon, donc le poids de la Grande Guerre, c'est quelque chose d'absolument considérable sur les années, dans les années 20, plus encore dans les années 30. Et pour la gauche, d'abord, la gauche elle va avoir la position suivante. Nous n'avons pas su empêcher la Grande Guerre
la Grande Guerre, enfin 1914. Eh bien maintenant, si on va vers une nouvelle guerre mondiale, là on fera tout pour l'empêcher. On fera tout pour l'empêcher. Et peu à peu, la gauche va se diviser en deux, en deux tendances de plus en plus marquées, de plus en plus nettes et de plus en plus irréconciliables. Ceux qui disent il faut tout faire pour empêcher une nouvelle guerre, donc y compris négocier avec Hitler, et ceux qui disent, qui prennent conscience difficilement de la nouveauté et de l'horreur du nazisme, et qui disent il n'y a rien à faire, on ne pourra pas négocier avec Hitler parce que de toute façon il n'y aura jamais à négocier, et qui prônent une politique de fermeté. Et ce débat casse complètement la gauche, en particulier le Parti socialiste, beaucoup plus que le Parti communiste, beaucoup le Parti socialiste, qui va se diviser de plus en plus entre pacifistes et entre antifascistes. Et les pacifistes vont peu à peu dire que, d'abord, Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement, ce qui est vrai que oui, bien sûr, l'hitlérisme, la dictature, l'antisémitisme, tout ça, c'est pas bien joli, mais enfin, après tout, les Allemands veulent, il faut négocier, etc. Et peu à peu, ils vont attaquer ceux à gauche qui veulent avoir une politique de fermeté par rapport à Hitler en disant, mais bon sang, mais c'est bien sûr, parmi eux, il y a beaucoup de juifs, et ces juifs veulent faire la guerre à Hitler parce que Hitler persécute leurs corréligionnaires. Donc, la guerre, l'antifascisme est de plus en plus perçu comme une guerre juive contre Hitler, et malheureusement, à la tête de la SFIO, on a un juif qui s'appelle Léon Blum. Et on voit qu'au sein de la SFIO, à partir de 1933, et après ça ne cesse d'augmenter, les arguments antisémites deviennent de plus en plus nets autour de Léon Blum et d'autres, Mock, Gieromski, etc. Et on explique de plus en plus que les antifascistes, ceux qui veulent prôner la politique de plus ferme par rapport à Hitler, sont finalement des juifs qui ne veulent faire la guerre à Hitler. Et ceci va être tout à fait, tout à fait dramatique. En 1939, le Parti socialiste est au bord de l'implosion entre les deux tendances, avec des arguments antisémites qui, je le répète, s'expriment de plus en plus ouvertement. Je dois dire que ces arguments, je n'ai pas travaillé sur l'histoire du Parti radical. On m'a posé la question, j'ai dit non, je ne peux pas, c'est beaucoup trop vaste. On voit ce même argument développé, et non pas par les moindres, de dirigeants du Parti radical. Yvan Delbos, Joseph Caillot et quelques autres aussi. Donc, la guerre contre Hitler, c'est une guerre juive. Donc, les juifs sont de dangereux irresponsables. On n'en veut pas. Je passe sur la question de la guerre. J'y reviendrai si vous voulez. Mais enfin, bon, je crois qu'il faudrait laisser du temps au débat. Je voudrais terminer par les deux dernières périodes et puis, bon, quelques conclusions. Après la guerre, on va voir chez certains, à partir de 1950, l'invention d'une nouvelle forme d'antisémitisme qui s'appelle le révisionnisme et qui va conduire ensuite au négationnisme. Ce révisionnisme s'organise autour d'un homme qui s'appelle Paul Racinier, socialiste, communiste, résistant, déporté, qui revient de déportation, et qui, à partir de 1950, dans une démarche complètement aberrante, vient peu à peu à s'interroger sur ce qu'on n'appelait pas encore le génocide des Juifs, et qui, au même moment, se lie avec des gens d'extrême droite, en particulier un intellectuel qui s'appelle Maurice Bardèche et qui est vraiment la droite la plus fasciste, la plus néofasciste qui soit. Et on voit, à travers cette conjonction tout à fait improbable d'un militant socialiste qui d'ailleurs est exclu à l'époque du Parti socialiste, mais qui rejoint alors les anarchistes, on voit cette conjonction entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et pour vous donner exemple, Racinier va donc écrire des ouvrages de plus en plus antisémites en reprenant, je veux dire, tous les poncifs antisémites les plus éculés. Il va remettre de plus en plus en cause le massacre des Juifs et il le fait avec la bénédiction de l'extrême droite. Donc il a rejoint les anarchistes en 51 ou 52. Il restera à la Fédération anarchiste jusqu'en 1964, mais en 1958-59, il se fait éditer par des néo-nazis allemands. Bon, donc là, il y a quand même, il y a quand même un problème. Et je me suis moins intéressé à Racinier, dont on connaît l'histoire, les idées, que à l'influence qu'il a sur la gauche, visiblement à gauche,
et surtout beaucoup plus à l'extrême gauche. On n'a pas compris ça. Chez les anarchistes, là, il y a eu des erreurs absolument nettes. Chez certains socialistes de gauche, que j'aimais bien d'ailleurs en plus, comme Marceau Pivert, il y a aussi des incompréhensions. Il y a un ensemble d'incompréhensions sur ce point. Racinier meurt de façon symbolique en 1967. Symbolique, j'y reviendrai à la guerre des 6 jours. Et son héritage intellectuel, si j'ose dire, va être repris par une librairie du quartier latin que j'ai connue, qui avait été fondée en 1965, qui s'appelait La Vieille Taupe, qui était un lieu de rencontre de l'extrême gauche et de l'extrême ultra-gauche, trotskiste, bordiguiste, anarchiste, luxembourgiste, enfin bon, et qui, sous l'impulsion d'un de ses animateurs, qui s'appelle Pierre Guillaume, toujours en vie, va découvrir les idées de Racinier, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est formidable, et qui va reprendre ces idées et continuer cette rencontre hautement improbable entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Pierre Guillaume va déraper à son tour, va donc en venir à remettre complètement en cause le génocide, expliquer que tout ça, c'est une pure invention, bref, créer tout le négationnisme. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le négationnisme, au départ, c'était une poignée de gens. Une poignée de gens, et pour tout vous dire, moi, c'est des choses à la fois que je suivais, et que je suivais de loin. J'en ai discuté avec quelqu'un qui m'a beaucoup influencé pour cet ouvrage qui s'appelle Nadine Fresco. Nadine Fresco est avec Pierre Vinal-Naquet, une des deux chercheuses qui a commencé à combattre les négationnistes en 1980. À l'époque, c'était pas la mode. Et je me disais, moi je voyais ça de loin, en me disant, mais à quoi bon se battre contre 3 pelés et 2 tendus. Bon, et puis un jour, je l'ai rencontré, on a beaucoup discuté, j'ai compris un certain nombre de choses. Et il est vrai que le négationnisme a été le fait d'une poignée de personnes, que ça en a influencé malheureusement un certain nombre à gauche et dans l'extrême gauche. Certains n'en sont pas fiers et pas la peine de donner nom. Cela dit, le négationnisme a connu ensuite, à travers l'affaire Garaudy, à travers l'affaire Faurisson, un impact beaucoup plus grand sur la société, et je rappelle qu'un certain Jean-Marie Le Pen a aussi flirté avec le négationnisme. Donc là aussi, il faut bien faire attention. Il y a des idées qui peuvent être tout à fait minoritaires, et on se dit, c'est quoi, 3 illuminés qui défendent ça, ça peut, prendre une importance beaucoup plus grande, et quoi qu'il en soit, à travers le nom de Racinier, de Pierre Guillaume, de Roger Garaudy, qui a repris à peu près, ce genre de jeu, le négationnisme peut faire des ravages, et trois hommes de gauche qui, l'ont fait. On pourrait parler aussi de Dieudonné. Dernier point, je voudrais dire un mot sur la gauche et Israël. Alors, pour ça, là encore, je vais faire ce que je sais à peu près faire, c'est-à-dire de l'histoire, et pour ça, il faut remonter aux origines. Et les origines, ce n'est pas la création de l'État d'Israël, c'est les débuts du sionisme en France. Les débuts du sionisme en France, dans la mesure où, avant la création d'Israël, il existait en France je vais y revenir, beaucoup plus en Russie, beaucoup plus en Allemagne, en Autriche, pas mal en Angleterre, pas mal aux États-Unis, un mouvement sioniste qui appelait. Theodor Herzl, qui a été le fondateur du mouvement sioniste, même s'il avait commencé avant, mais bon, peu importe, allait à rebours de toute idéologie assimilationniste qui a été majoritaire chez les Juifs de l'Europe occidentale. Je m'explique. Pour les Juifs français qui avaient été émancipés en 1791, ils n'ont pu y aspirer qu'à une chose, c'est à s'assimiler à la République, à s'assimiler à la France, puis à la République, et généralement, ils ont été les meilleurs soutiens de la République. Bon. Et Theodor Herzl, lui, pensait que l'antisémitisme, que l'assimilation, ça ne marcherait pas, que l'antisémitisme existerait toujours, et qu'au rebours de l'assimilation, il fallait, dans une démarche tout à fait différente, créer quelque chose, une sorte de foyer national. On a pensé d'abord à l'Argentine, Madagascar, la Palestine, assez rapidement à la Palestine, mais enfin en tout cas, que les Juifs aient leur propre État. Ce qui allait à rebours de toutes les positions de la majorité de ce que pensaient les Juifs de France. Là encore, je recite un nom de quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans l'affaire Dreyfus, qui s'appelle Joseph Reinard. Joseph Reinard était secrétaire de Gambetta, député, a joué un rôle donc décisif dans l'affaire Dreyfus, et il a écrit ensuite, à partir de 1903 jusqu'en 1911, une énorme histoire de l'affaire Dreyfus, dont on se sert toujours.
Bon, personnage donc tout à fait important de cette communauté juive intégrée, et lui est totalement hostile au sionisme. Lui, je veux dire, ça n'a pas de sens. Le sionisme n'a aucun sens. Nous voulons nous intégrer à la République. L'affaire Dreyfus, certes, c'était malheureux, mais bon, finalement, nous avons vaincu, ce qui prouve bien les idéaux de progrès, de justice, etc. Donc, l'idée d'aller créer un État en Palestine, complètement folle. Ce qui explique que jusqu'en 1914, le sionisme, en France, le sionisme, à la différence de la plupart des autres pays, a été extrêmement faible. Et puis, les choses ont commencé à changer avec la Grande Guerre, dans la mesure où le sionisme est devenu un enjeu entre les grandes puissances. Il y a eu la déclaration Balfour en 1917, la reconnaissance de la possibilité d'un foyer national en Palestine, donc les choses ont bougé. Et on voit, grosso modo, deux positions qui expliquent encore, me semble-t-il, assez largement les débats aujourd'hui. Premièrement, du côté des socialistes, et pas seulement de Léon Blum, je dis bien pas seulement de Léon Blum, on voit à partir des années 20 un intérêt fort, grandissant pour le sionisme, et sans doute même plus important qu'on ne le disait. J'étais récemment dans une thèse justement sur cette question qui consacrait à cette question, qui le montrait fort bien. Et donc, jusqu'en 1948, la SFIO, les socialistes, une partie de l'internationale socialiste, pas toute, va se montrer de plus en plus favorable au sionisme, et par la suite, la SFIO va soutenir Israël. Et très largement, et bien après 1967. Mais en tout cas, jusqu'en 1967, même après, la SFIO est un des meilleurs soutiens d'Israël. Au contraire, le Parti communiste et l'extrême gauche, alors là aussi, suivant des nuances dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer ici, va critiquer le sionisme, dans lequel elle verra un mouvement nationaliste dépassé et qui n'a pas de sens, et va attaquer le sionisme. Et je crois que cette position, le Parti communiste et l'extrême gauche seront quand même beaucoup plus critiques par rapport à Israël à partir de 1948. Et je crois que cette position des deux gauches explique pour une part, je dis bien pour une part, les débats tout à fait virulents, polémiques, qui ont lieu sur cette question aujourd'hui. Enfin, en tout cas, cet éclairage historique permet, comment dirais-je, de les situer. Alors, je vais conclure rapidement, parce que j'ai été trop long, pour dire, premièrement, que je peux parler du Parti communiste, mais je pourrais en parler. Trois choses par rapport au Parti communiste. D'une part, il reprend un peu, mais fort peu finalement, dans les années 20, quelques stéréotypes sur la banque juive, mais enfin, c'est peu de choses. En revanche, son hostilité à Léon Blum, à certains moments, elle va quand même bien au-delà de l'attaque politique. Bon, là, c'est un problème extrêmement complexe sur lequel Annick Riegel a travaillé, sur lequel Pierre Birnbaum a travaillé, sur lequel j'apporte d'autres choses. Mais enfin, bon, il y a quand même, à mon avis, je veux dire, des formes de dérapage tout à fait nettes. Deuxièmement, à la Libération, où le Parti communiste veut se réinsérer dans la communauté nationale, on le voit marginaliser de façon très nette un certain nombre de ses résistants, et particulièrement résistants juifs, dont le nom n'était pas assez français. Enfin bon, je caricature, mais enfin bon, ça c'est quelque chose de tout à fait net. Et on voit surtout que, par suivisme par rapport à l'Union soviétique, le PC ne fait pas preuve d'antisémitisme, mais n'est pas capable de dénoncer l'antisémitisme qu'il y a dans le camp du socialisme, à trois reprises. D'une part, dans les grands procès de Moscou en 1936, dont l'aspect antisémite est évident. Je rappelle que le principal accusé est Trotsky, mais aussi Kamenev, Zinoviev et un tas d'autres. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, dans les grandes, comment dirais-je, dans les grandes affaires, les grands procès qui ont lieu dans les démocraties populaires dans des années 48 à 52, l'affaire Slansky, London, etc. Là aussi, je veux dire, des signes très nets. Troisièmement, dans l'affaire des blouses blanches en 52, vous savez, cette affaire qui éclate en décembre 52 et où on découvre qu'un certain nombre de médecins juifs, comme par hasard, veulent tous attenter à la santé du bien-aimé camarade Staline. Toute une campagne démarre là-dessus. Elle va s'arrêter très vite puisque Staline va mourir en 1953. Donc c'est une affaire mort-née. Là aussi, quand on regarde ce que dit le PC de cette question, les bras tombent un peu parce que là aussi, par rapport à l'URSS, on dénonce ces médecins et on n'est pas capable de prendre ce recul. Deuxième remarque, dans toute cette histoire, il y a les réalités
et il y a l'image. L'histoire de l'antisémitisme est largement une histoire de la représentation de l'autre. Bon. Pour ne prendre qu'un exemple, ces juifs qu'on considère comme super puissants, tirant les ficelles du monde, etc., etc. En France, ils étaient 80 000 sur une population de 38 millions d'habitants. En 1920, ils étaient 200 000 sur une population de 40 millions d'habitants. Mais bon, peu importe, on leur attribue un pouvoir, une puissance tout à fait excessive, tout à fait... Et là, évidemment, il y a un décalage total entre la réalité et l'image. Troisième remarque, et je terminerai par celle-là. Vous noterez que je n'ai pas dit un mot sur la possibilité qu'il ait pu exister aussi un prolétariat juif. C'est-à-dire que les juifs, je n'ai pas ce montant à expliquer, que tous les juifs n'étaient pas des capitalistes, des privilégiés, etc. Eh bien, il a fallu beaucoup de temps pour qu'on commence à penser qu'il pouvait aussi exister des prolétaires juifs. Et le premier à l'avoir dit, en France, enfin un des tout premiers, c'est Bernard Lazare, anarchiste, qui va être un des premiers défenseurs du capitaine Dreyfus, qui publie, juste aux coïncidences, l'année où commence l'affaire, qui publie un ouvrage, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, dans lequel il pressent en quelque sorte l'existence d'un prolétariat juif. Et 4 ans plus tard, est soutenu en 1898 à l'Université libre de Bruxelles par un certain Leonti Soloveitchik, la première thèse démontrant l'existence d'un prolétariat juif à partir de toute une masse d'informations, de rapports, de documentation. Il parle peu de la France, mais il parle de l'Allemagne, de la Russie, des Pays-Bas, de l'Angleterre, des États-Unis, une série d'études mondiales. Cet ouvrage a eu un relatif écho à l'époque, Charles Gide, le théoricien de la coopération, s'y est beaucoup intéressé, enfin, un article tout à fait remarquable. Il est retombé dans l'oubli. Je vais le publier dans quelques mois.